Et merci beaucoup aux quatre intervenants. Non, quatre, il y en a eu. J'associe Jean-Pierre. Voilà, merci beaucoup aux quatre. D'ailleurs, vos interventions suffisent à elles-mêmes. Vous avez livré une vision assez panoramique avec une tentative d'évaluation qui en a été faite. Je ne prendrai pas le risque d'une synthèse, beaucoup trop risquée à ce stade. Et d'ailleurs, ça prendrait sur le temps qu'on va consacrer à cette séance de regard croisé ou de regard critique. Et je vais, parce que j'ai un rapport singulier au temps, demander tout de suite à Véronique Braesco et à Pierre Combris de me rejoindre et de composer eux-mêmes leur table ronde. Merci. Donc effectivement, nous inaugurons un nouveau moment de cette journée, qui va être, j'espère, aussi cool que les autres. Donc nous allons échanger, discuter sur différents thèmes évoqués ce matin ou peut-être qui n'ont pas encore été évoqués. Donc l'objectif est d'avoir une discussion en priorité avec les personnes qui sont assises, mais aussi avec vous dans la salle. Donc si quelqu'un a envie de poser une question à un moment, nous n'aurons peut-être pas forcément le réflexe de donner la parole à la salle. Donc prenez-la, levez-vous et manifestez-vous. Donc certains des participants de cette table ronde, vous les connaissez puisqu'ils ils sont déjà intervenus soit ce matin, soit cet après-midi. Ça n'est pas le cas de tout le monde. Donc je pense que chacun se présentera, mais vous avez donc juste les noms. Donc en fait, c'est pas très difficile de voir qui est qui. Donc Patrick Serroc, Véronique Olivier et Jean-Yves Hervès. Donc nous allons peut-être commencer par poser des questions pour à la fois vous permettre de vous présenter et vous permettre de réagir à ce que vous avez entendu aujourd'hui. Donc je peux peut-être commencer par toi, Patrick, si tu veux bien, en te demandant donc effectivement un petit peu ton retour sur cette journée et puis ton point de vue de nutritionniste, de médecin nutritionniste. On a pas mal de nutritionnistes dans la salle et je pense qu'une des questions qui nous intéresse, c'est de savoir comment on peut imaginer que le consommateur va réagir à ces outils. Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a des bénéfices? Voilà, comment vois-tu les choses? Alors, bonjour à tous et toutes. Moi, je suis un médecin nutritionniste pratiquant. C'est-à-dire que je vois des patients qui ont des problèmes de surpoids, d'obésité, de diabète, mais toujours pour le côté nutritionnel, ou bien à l'hôpital des personnes très obèses et qui ont besoin de se faire opérer, donc la chirurgie bariatrique. Donc j'ai évidemment une vision différente de tout ce que j'ai entendu jusqu'aujourd'hui. D'abord, j'ai remarqué qu'on parle toujours du consommateur. Il n'y a pas de consommateur, il y a des consommateurs. Et les consommateurs sont très différents, chacun pose un problème différent. Chez moi, ce sont des patients consommateurs, bien sûr, puisque je vais leur proposer une alimentation différente de celle qu'ils ont. Alors, vous avez les consommateurs qui se fichent complètement de savoir ce qu'il y a dans les produits alimentaires. Ce n'est absolument pas leur problème. Vous avez des consommateurs qui, au contraire, vont rechercher des informations nutritionnelles, ou des informations écologiques. Le profil de ces types de patients consommateurs est extrêmement différent. Et on ne peut pas du tout les traiter de la même façon. D'un autre côté, aujourd'hui, on a parlé de produits alimentaires. Mais on ne mange pas les produits, on fait des repas. Et quand on fait un repas, eh bien, on essaye d'avoir une structure, une organisation. Et c'est très différent des produits. Celui qui va rechercher une information toujours la plus pertinente, la plus pointue, la plus précise au niveau des produits, se perd souvent parce qu'il ne peut pas, à ce moment-là, se structurer. Il fuite sa structure au travers de la recherche de précision qui souvent ne lui apporteront pas le bonheur. Alors que, chez nous, les Latins, manger avec les autres et partager, c'est un grand plaisir. Et c'est un échange. De l'échange, on peut parler de la transmission. Je me suis posé la question de savoir comment on allait faire avec cette dématérialisation des produits alimentaires pour la transmission.
Jusqu'à maintenant, et depuis la nuit des temps, la transmission alimentaire s'est faite au travers de rites familiaux, au travers de dons que les parents faisaient à leurs enfants et d'un contre-don que les enfants faisaient aux parents. Ils apprenaient plus ou moins à faire la cuisine, ils apprenaient à goûter des aliments. Et bien sûr, à partir du moment où il y a ce regard extrêmement aigu, pointu, sur des produits alimentaires, isolés finalement, comment arriver à transmettre à ces enfants la modernité de notre alimentation? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit se poser beaucoup plus de questions sur les aliments, si j'ai bien compris, que ce que se posaient nos ancêtres quand ils transmettaient leur savoir, leur manière de vivre, leur identité. Est-ce que notre identité va passer par des fiches signalétiques de produits alimentaires ou est-ce que notre identité passe justement par autre chose? Mais peut-être que les temps changent et qu'il faut s'adapter. Le quatrième point que je voulais parler, c'était de l'inquiétude. En consultation, les patients sont inquiets. Et cette inquiétude a existé depuis tout le temps. Combien de nos ancêtres sont décédés en mangeant des aliments ou des baies qu'ils trouvaient? Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de morts par l'alimentation qu'il y en avait. Pourtant, on a l'impression qu'il y a toujours des catastrophes terribles qui nous assaillent et que c'est pire qu'avant, alors que c'est tellement mieux qu'avant. Cette inquiétude va avoir différents niveaux. Alors on va avoir, après l'inquiétude, on peut avoir la peur. La peur de manger qui va aller jusqu'à l'angoisse. Lorsqu'un patient franchit ces étapes, il change son comportement alimentaire. C'était une des questions que vous vouliez me poser. Et là, ça va être l'exclusion d'aliments, par exemple l'exclusion de la viande. Ça va être une exclusion d'autres aliments d'ailleurs, même de certains végétaux, j'ai vu, avec des alimentations complètement déséquilibrées, déstructurées et aboutissant parfois à des dénutritions assez graves. Alors, en vous écoutant aussi, j'ai noté que la qualité de l'information et la crédibilité. Je suis tout à fait d'accord avec les intervenants sur le fait de la confiance. Il y a une perte de confiance dans les produits alimentaires, peut-être parce qu'il y a justement trop d'informations, peut-être aussi parce qu'il y a des informations contradictoires. Et c'est vrai que la dématérialisation a ses deux côtés. Ça a le côté positif d'apporter beaucoup d'informations et un côté négatif d'en apporter souvent trop, et donc de créer l'angoisse et l'inquiétude. Alors, la question que je me suis posée en finale, c'est, et j'ai bien écouté les geeks là, c'est effectivement que nous sommes en train de changer d'ère. Et si on veut que cette dématérialisation vraiment réussisse, à mon avis, il faudrait vraiment faire une éducation très tôt à l'école de ces enfants pour leur apprendre ce que c'est, parce qu'aujourd'hui, les parents sont incapables d'avoir un regard, dirons-nous, avec recul, sur les produits alimentaires. Si je traduis, c'est quand même une assez grande méfiance vis-à-vis de l'ensemble des outils qu'on a vus aujourd'hui, ou est-ce que dans certains cas et sous certaines conditions, ces outils pourraient vraiment être un plus, peut-être pas pour les patients, mais pour l'individu encore sain? Tout dépend comment on va les utiliser. Si on les utilise, et si on apprend à les utiliser surtout, ça peut être un plus, vraiment. On peut apprendre effectivement beaucoup de choses. Et par exemple, sur les allergiques, je pensais aux allergiques, quand on a une intolérance au gluten, bien sûr que c'est très important de savoir, ou bien pour les allergies alimentaires. Ça, c'est absolument capital. Par contre, dans d'autres domaines sur le comportement, là, il y a un grand danger. Parce que le comportement, c'est quelque chose de fragile chez l'être humain. Et à partir du moment où il va y avoir trop d'informations, la manière de manger va changer. Et nous ne prévoyons pas les dégâts que cela peut provoquer. C'est parfait, c'est une transition parfaite pour passer la parole à Véronique Olivier pour son point de vue sur l'intérêt ou le non-intérêt de ces outils et les conditions dans lesquelles ils peuvent être intéressants pour les allergiques. Oui.
Donc moi je représente une association de patients qui a 20 ans d'existence, qui est agréée par le ministère de la Santé, qui s'appelle donc l'Association française pour la prévention des allergies. Et je suis vraiment très contente d'entendre maintenant Patrick Serreur, parce que c'est le premier à avoir prononcé par exemple le mot repas. Et moi j'avais souligné en gros dans mon intervention qu'il fallait absolument que je parle de cuisine. Il faut parler de cuisine. L'alimentation, les consommateurs cuisinent. Et leur problématique, elle commence à partir du moment où ils se disent « qu'est-ce que je vais manger ce soir ?» Et la dématérialisation, elle commence à ce moment-là. Et je vais vous parler de quelque chose de très pratique, finalement, d'expérience, puisque nous, on est en contact avec des parents d'enfants allergiques qui doivent nourrir avec plaisir leur enfant. Et les limites que peuvent avoir l'information dématérialisée qui va se contenter de répéter. Et faire simplement répéter en étant le plus exhaustif possible et répéter toutes les informations à tout va. Et finalement, noyer la personne qui est en bouche avec sa culture et sa connaissance de l'alimentation, en disant on t'a tout dit, on t'a tout donné, débrouille-toi avec ça. Moi, j'ai un fils qui est allergique au blé et à l'arachide. Et donc, ma nounou me dit, je vais lui donner un goûter donc, avec des ingrédients compatibles. J'ai des Kinder Bueno. Donc, je suis allée sur le site sur votre site. À l'instant, je l'ai vraiment fait en direct. Je suis allée sur le site, j'ai regardé qu'est-ce qu'on dit sur les Kinder Bueno. Et alors, j'ai regardé, j'ai aussi constaté aujourd'hui que j'étais la seule à regarder mon iPhone toutes les 3 minutes. Pour d'autres raisons. Et alors, j'ai trouvé donc la liste des ingrédients, c'est très bien. Je trouve que c'est très bien et en même temps, c'est très limitant. Donc la liste des ingrédients est photographiée. Je ne peux pas lire ce qu'il y a sur la photo. C'est trop petit ou trop trouble ou en mauvaise définition. Donc la photo des ingrédients ne m'avance pas. Mais par contre, elle a été recopiée. Chouette. Mais elle a été recopiée de façon, je suppose, exhaustive. Et donc, ce que j'apprends, c'est qu'il n'y a pas de blé dedans. Il y a de la farine de froment, mais ça, ma nounou, farine de froment, c'est pas blé. Il y a du beurre de cacao, elle sait que maintenant il supporte les produits laitiers, beurre, pour elle, c'est pas grave. Et c'est comme ça qu'on accumule les problèmes de compréhension des étiquettes. Et donc elle va donner ce goûter-là, elle va le donner à mon fils, parce qu'elle ne sait pas que la farine de froment, c'est du blé. Voilà, donc je voudrais dire que la dématérialisation, c'est très bien. Je pense que le système GS1, il est sécuritaire. Mais que s'il n'y a pas un élément humain qui va traduire l'information en quelque chose qui est compatible avec la culture des humains en ce moment, et qui est très faible en alimentation, et là-dessus je vous rejoins complètement, quand est-ce qu'on fait de la prévention et de l'éducation à l'alimentation? Quand est-ce qu'on fait de la taxonomie? Quand est-ce qu'on sait faire la différence entre une céréale et une légumineuse? Nos propres cuisiniers qui sortent de lycée hôtelier ne le savent pas. On pourra à ce moment-là se servir des outils de la dématérialisation. Aujourd'hui, on est trop jeune ou trop ignorant pour pouvoir lire ces étiquettes en toute connaissance de cause. Et donc, c'est pour ça qu'on est obligé de légiférer et de dire il y a 14 allergènes à déclaration obligatoire, enfermez-vous là-dedans. Ben, enfermez-vous là-dedans en attendant d'avoir l'éducation alimentaire nécessaire pour savoir que farine de froment, c'est blé, mais on veut qu'il y ait marqué blé. Et si l'industriel l'a oublié, je veux que celui qui va répéter l'information ne la répète pas bêtement, mais me dise blé, parce qu'au bout, j'ai un consommateur qui, lui, est ignorant. Je crois qu'il y a encore beaucoup de travail, d'accompagnement, de tous ces catalogues électroniques, c'est très bien, c'est plus de sécurité. Il nous faut des décodeurs humains et une prévention du consommateur final. Oui, je vous remercie de ces réflexions. D'ailleurs, enfin, je ne pense pas que dans l'esprit de personne, tout ce qu'on a dit depuis ce matin, toute cette numérisation, doivent se substituer à tout ce qui existait jusque-là. Il s'agit bien entendu de choses qui doivent compléter, aider et être utiles aux consommateurs qui, comme tous les nouveaux outils, doivent se les approprier,
les conditionner à leurs besoins, les configurer en fonction de ce qu'ils souhaitent faire, et donc c'est ça qui, à mon avis, fera qu'ils seront appropriés. Alors justement, puisqu'on parle des consommateurs, Jean-Yves Hervès, vous venez de l'UFC Que Choisir, c'est ça? Oui. Et donc, à ce titre, j'imagine que vous avez un certain nombre de choses à nous dire ou à relayer sur ces questions de dématérialisation, d'autant que ça touche quand même à un point qui est très sensible, c'est l'étiquetage, ce qui est obligatoire, ce à quoi l'information à laquelle les consommateurs ont droit. Donc, je vous remercie de nous dire un peu ce que vous en pensez. Bon, d'abord, je partage en grande partie ce qui vient d'être dit par les deux précédents intervenants. Mais nous, on voit d'un très bon œil la possibilité d'étendre aux sites électroniques les obligations d'étiquetage qui existent déjà pour les produits en magasin. Donc, pour les internautes, c'est plutôt une bonne nouvelle. Malgré tout, et vous l'avez dit, on ne saurait accepter que ces nouveaux modes d'étiquetage se substituent à l'étiquetage qui existe déjà sur les produits. Il est hors de question quand on est dans le magasin, toutes les données sont dessus, même si c'est en tout petit, même si c'est un peu n'importe où sur le produit. Je regardais un produit, là, tout à l'heure, c'était une sauce. Je voyais qu'il y avait dans un coin la DLC, dans l'autre coin la DLUO, si vous voulez. Il y avait les obligations d'étiquetage nutritionnel en tout petit dans un autre endroit, etc. C'est très, très compliqué. C'est pour ça que avec M. Pasquier, tout à l'heure, quand il a parlé de l'étiquetage nutritionnel proprement dit simplifié avec les 5 couleurs, nous, à l'UFC Que Choisir, on s'est dit que c'était plutôt une bonne nouvelle si ça pouvait se mettre en place, et que je sais que c'est en pourparlers actuellement, que c'est en discussion au niveau de la loi santé, mais quand même, c'est quand même plus simple de savoir si tel aliment issu de l'agroalimentaire, il est classé A, B, C ou D. Donc, il serait... Pour nous, l'étiquetage nutritionnel, ça me paraît quand même si ce n'était pas l'objet du débat aujourd'hui, ça me paraît quand même être une chose importante. Voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à la dématérialisation de l'information, de l'étiquetage. Mais est-ce que l'idée que, justement, parce que là vous citez un type d'étiquetage, mais l'idée qui me paraît beaucoup plus importante, qu'on puisse... finalement que les consommateurs puissent choisir eux-mêmes l'information qu'ils vont privilégier. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. C'est que d'une part, ils aient la garantie totale, et ça il est clair qu'il n'est pas question de revenir là-dessus, que toutes les informations auxquelles ils ont droit existent. Claude Duchemin nous a bien expliqué ce matin. On ne va pas diminuer la quantité d'informations disponibles, plutôt l'augmenter. Et le fait que cette information existe, comme on l'a dit tout à l'heure, ça rassure les gens de savoir que s'ils veulent cette information, ils peuvent aller la chercher. Ouais. Que maintenant, à un moment donné, quand un consommateur recherche quelque chose, soit par exemple, il veut trouver des topinambours, il n'en a jamais vu, il ne sait pas que ça existe, etc. Et il voudrait que ça apparaisse sur son smartphone pour voir, bon sang, on m'a dit de trouver des topinambours, mais qu'est-ce que c'est et comment je vais les trouver? Ça peut l'aider à compléter sa culture alimentaire et à amener chez lui des produits pour faire un bon repas avec sa famille. Donc je pense que ça peut être une aide. Mais si en plus, il veut une de ces informations obligatoires et qu'il n'en veut qu'une, est-ce que c'est pas plus simple pour lui d'avoir un indicateur qui se superpose, comme Stéphane l'a montré, par-dessus le produit très rapidement, plutôt que d'avoir à retourner un paquet pour trouver l'information sur le côté gauche pour le premier produit, derrière pour le deuxième, sur le côté droit pour le troisième produit? Est-ce que ça simplifierait pas la vie de tout le monde? C'était un peu ça la question. Oui, on est dans la prospective, ça n'existe pas, hein, mais effectivement on n'est pas contre, surtout pour des gens qui sont soit diabétiques, soit qui ont des problèmes d'allergie quelconque. Donc avoir des filtres multiples qui nous guident dans notre choix d'aliments, pourquoi pas. Ceci dit, est-ce que ces sites-là sont fiables? Qui contrôle? Qui va nous l'assurer, nous consommateurs? Est-ce que M. Duchemin, moi j'étais pas là ce matin, mais est-ce que M. Duchemin est prêt à nous dire oui, ça va marcher, jusqu'où on peut aller? Et puis l'autre élément, si vous voulez, c'est est-ce qu'on peut comparer ces sites, qui va les alimenter, la fiabilité, qui va contrôler? Voilà toutes les questions que l'on peut se poser sur ces futurs sites avec filtre.
Je crois que sur les sites, effectivement, et sur les aspects contrôle, on va demander à M. Duchemin s'il nous rejoint, sinon on essaiera d'obtenir les informations autrement. Il y a peut-être une question un point qui en fait a été assez peu abordé, malheureusement parce que notre intervenant autour du marketing n'a pas pu être là. Mais moi j'ai été frappée du fait qu'on a assez peu d'informations sur les utilisateurs effectifs de ces outils, de comparateurs divers. Est-ce que vous savez quel âge ils ont? Ce sont des hommes, des femmes? Quel niveau socio-économique? Quel niveau de connaissance à quel niveau de geek sont-ils? Est-ce qu'on sait tout ça? Et comment est-ce que vous imaginez que les choses vont évoluer? Alors déjà, j'espère que je ne vais pas affaire que à des geeks. Ceci dit, ce n'est pas une question que je pose sur le site, donc je ne pourrais pas vous répondre. Je ne me considère pas moi-même comme un geek. Je pense qu'il y a beaucoup de geeks, d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'ils soient forcément intéressés par l'alimentaire. Donc les gens qui... Quoi? Spécial bouffe, d'accord. Bon, vous me raconterez. Alors, effectivement, j'avais regardé ce point-là, mais pas dernièrement, ça devait être il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et il me semble me souvenir que la plupart, l'âge, au niveau des âges, donc c'était plutôt des gens jeunes parents. Enfin, en tout cas, dans des âges qui correspondent, donc plutôt 30-40 ans qui s'intéressaient et qui venaient sur le site. Je suppose, effectivement, c'est un âge auquel, quand on a des enfants, on s'intéresse peut-être davantage à son alimentation. Maintenant, c'est très varié. J'ai des jeunes, 12 ans, des fois 15 ans, voilà, et des personnes qui sont retraitées depuis longtemps. Voilà. Il y a au niveau de la répartition, je m'attendais à avoir beaucoup plus de femmes aussi, en fait pas du tout. Enfin, c'est assez équilibré. Voilà, c'était il y a longtemps, donc j'ai pas les données fraîches en tête, mais voilà ce que je peux dire. Je reviens sur le point que Jean-Yves Hervé a soulevé, sur la fiabilité de l'information, parce qu'on a vu que c'était quand même une question qui revient tout le temps. On a dit fiabilité, accessibilité, en gros, c'est les deux choses. Alors donc là, je me tourne plutôt vers Christine et Ménoir. Comment est-ce que vous avez déjà un peu réfléchi, vous, à la façon dont vous verriez le fait que des informations circulent et qu'elles soient, je ne sais pas comment dire, mais d'une certaine façon taguées en disant bah ça, voilà d'où vient cette information, quoi. Est-ce qu'il y a moyen d'envisager des choses comme ça, de façon à ce que justement la circulation, je veux dire que les informations circulent avec de l'information sur l'origine de l'information, de façon que ça soit attaché et qu'il n'y ait plus de discussion comme ça, enfin au moins en tout cas. En tant que distributeur, je l'ai dit ce matin, c'est une véritable problématique et c'est un problème qu'on subit, cette fiabilité. Et c'est vrai que il serait bienvenu d'avoir comme une sorte de label ou de tag, effectivement, qui pourrait dire valider, fiabiliser. Donc nous, on est un peu à l'écoute. On se repose un peu, alors je renvoie pas la balle, mais on se repose sur les données que nous fournissent nos partenaires industriels fournisseurs qui sont les représentants experts de leurs produits et qui, eux, sont censés maîtriser totalement cette information. Parce que nous avons, nous, comme vocation d'être généralistes, de ne pas être experts dans un métier en particulier et pas experts dans un produit en particulier. Donc nous, on a plutôt tendance à reproduire simplement ce qu'on a reçu. Alors, on organise quand même quelques séances de contrôle, mais qui sont quand même limitées. Donc, l'exemple qu'a donné Madame tout à l'heure, farine de froment, ça correspond à l'allergène blé. On n'a pas forcément les experts chez nous qui peuvent gérer cette information, surtout au vu de la volumétrie que je vous ai expliquée. Voilà. Donc après, je sais que chez certains industriels, il y a des séances ou des process de qualification, comme il existe des process de qualité par rapport à la production. Il existe, mais je pense pas assez développé, des process de qualification de la donnée. Christine? Oui, en fait, l'industriel est responsable de l'information qu'il met à disposition dans les catalogues électroniques. Ça, c'est quelque chose qui est absolument partagé. Et de la même façon que nous avons des process pour qualifier, vérifier, contrôler l'information qui va sur
les packagings de nos produits. Voilà, maintenant, dans le cadre de la nouvelle réglementation, nous avons aussi mis les processus de contrôle et de validation qui permettent de s'assurer que l'information, quand elle est dématérialisée, elle est bien la même, finalement, que celle qui est sur le packaging. C'est pour ça, moi, le fait que les deux vivent chacun leur vie, voilà. Pour moi, ce qui est important, c'est que ce soit les mêmes données. Hein. C'est que l'information dématérialisée soit la même information. Et puis ensuite, ces informations, on les transmet via les catalogues électroniques. Et pour le moment, on les transmet à nos clients. La question qui se pose, et je pense que c'est un peu ce que disaient les personnes qui sont intervenues jusqu'avant, c'est est-ce que c'est pertinent que ces données soient accessibles ? Voilà, au lieu d'aller recopier ce qu'il y a sur les packaging, voilà, utiliser, je ne sais pas, les bons à tirer. Donc voilà, c'est peut-être ça la prochaine étape, sachant que c'est pas GSA hein, qui est propriétaire des données qui sont dans les catalogues électroniques. Ça, c'est quelque chose. Voilà. Donc je le redis parce que c'est important. Oui. C'est chaque industriel qui en est responsable et qui peut décider ou pas de les transmettre. Et si je fais un peu de prospective parce que je pense que là on est plutôt dans la phase de digestion de la réglementation que dans la mise en place de la suite, et que la priorité c'est la qualité des données en ce moment pour les sites de vente en ligne. Mais c'est une fois que tout ce process-là fonctionnera correctement, et j'ai tout espoir que ça fonctionnera correctement, c'est comment on va faire la part des choses sur les sites applicatifs des autres applications, comme celles dont on a vu les exemples, entre des données qui sont rajoutées, qui viennent, j'en sais rien, des gens qui naviguent sur Internet, qui complètent les données, et celles qui ont été validées et qui proviennent du fabricant source. Donc c'est certainement là-dessus. Avant d'ouvrir les catalogues électroniques, je pense que c'est vraiment la réflexion qu'il faut avoir. C'est comment on peut... voilà. Si on doit les publier... Oui. Comment on signifie qu'elles sont validées avec, je sais pas moi, avec un petit logo quelque chose. Bon, en gros, ce que vous nous dites, c'est qu'à partir du moment où vous aurez toute confiance dans le fait que les informations qui proviennent de chez vous sont clairement identifiées et distinctes des informations qui sont ajoutées, voilà. Dans ce cas-là, évidemment, les freins à l'ouverture, les barrières à l'ouverture tombent. Je crois qu'on a une question de la salle, même deux. Il y en avait une, oui, là-bas avant, et puis je passerai ensuite la parole à Jean. Bonjour, je voulais réagir par rapport à ce point sur la fiabilité des données, parce qu'effectivement c'est primordial, et justement seules les données fiables et validées, c'est-à-dire celles qui sont uniquement sur le pack, devraient pouvoir être en libre accès et non pas des données ajoutées par d'autres sources. Et même si on met pour moi un logo ou une étoile pour indiquer la source, c'est pas suffisant. Je veux dire, on est en tant qu'industriel, on met des données. C'est-à-dire qu'on préfère focaliser sur un peu de données, mais qui sont fiables et validées, dont on est sûr, plutôt que de donner pléthore de données, parce qu'on parle depuis ce matin de open data, faut tout donner, faut tout donner. Si c'est pour donner une information fausse ou erronée, ce n'est pas pour moi une bonne information du consommateur. Et si on prend l'exemple de l'impact environnemental, par exemple, puisque plusieurs applications proposent ce critère, donner l'impact environnemental, c'est forcément faux. Si on n'a pas de réglementation aujourd'hui sur l'affichage environnemental, c'est parce que c'est impossible de le définir de manière claire, parce que c'est pas seulement l'empreinte carbone, c'est pas seulement le transport et la localisation entre l'usine et l'endroit de livraison, c'est aussi le gaspillage de l'eau, c'est les politiques d'entreprise. Il y a énormément de critères. Et est-ce que vous ne pensez pas, du coup, qu'une information peut-être moins étalée mais de qualité vaut mieux qu'une information open avec tout et n'importe quoi, surtout avec vraiment un maximum de données mais qui ne sont pas fiables et vérifiées? Qui veut répondre à cette question? Qualité versus quantité. Moi, en tant qu'industriel, je partage plus la qualité que la quantité, c'est sûr. Donc, quand j'ai... Approche-le. Oui, quand j'ai présenté mes goûts, j'ai fait un point assez important sur le côté de la fiabilité des données. Donc, comment on s'y prenait pour essayer d'avoir le plus de fiabilité possible. Les systèmes de contrôle qu'on avait, qui font qu'on trouve même des erreurs sur pack. Donc, après, l'erreur est toujours humaine, hein, et partout.
Maintenant, ce qu'attendent les consommateurs, c'est quand on se retrouve devant pléthore de choix, devant un rayon en supermarché et qu'il y a 300 choix, il faut pouvoir comparer. Et donc les consommateurs, ils attendent de pouvoir tout comparer. Et comparer sur des données valables. Et de comparer rapidement, surtout. Donc l'idée que nous on prône sur Megoo, c'est que tout se termine par un chiffre de compatibilité entre un profil et un produit. Et pour arriver à ce chiffre de façon équitable avec l'ensemble des produits, il faut pouvoir effectivement essayer de comparer équitablement toutes les données. Et quand il y a des produits dans lesquels il y a des données qui manquent, de les estimer. Oui, mais pour moi, c'est ça. Enfin, après, on n'est pas... C'est-à-dire que pour moi, le fait de donner pléthore d'informations sur les sites comme ça peut aussi... C'est pas le but de donner pléthore d'informations. Le but, c'est un chiffre à la fin. On ne peut pas être plus synthétique. Oui, mais ce chiffre est basé sur un calcul multi-critères quand même, je pense. Oui, bien sûr. Voilà, mais c'est-à-dire que ce que voit le consommateur, c'est un chiffre, mais la logique est quand même sur plusieurs critères, et c'est simplement que le fait de vouloir multiplier les informations qui est pour répondre à une demande consommateur, parce qu'évidemment, le consommateur veut toujours en savoir le maximum, et c'est quelque chose d'humain, mais c'est juste que ça crée quand même quelque part, je pense, une méfiance. Ça peut nuire à l'industrie de dire, voilà, ils vous disent pas tout, donc on comble les manques, alors que c'est juste qu'on se concentre sur l'information qui est sûre et vérifiée, plutôt que de donner une information qui serait estimée ou approximative. Parce que nous, on a des contrôles DGCCRF et qu'on est soumis à la non-tromperie du consommateur. Je ne pense pas que les applications le soient, et ça fait quand même une différence. C'est-à-dire que nous, ce qu'on dit, on veut que ce soit sûr et certain. Et on est tous soumis à des problèmes de ressources humaines qui fait qu'on ne peut pas avoir toutes les informations de manière en qualité top. Donc voilà, on se concentre sur l'essentiel. Là, en l'occurrence, avec l'arrivée de l'INCO, il a bien fallu s'adapter. Donc il y a quand même des possibilités de s'adapter, il me semble. Bien sûr, mais par exemple, l'affichage environnemental, aujourd'hui, s'il n'est pas donné sur les packs, c'est parce que c'est pas quelque chose de réglementaire et parce que ce n'est pas possible aujourd'hui. Ce n'est pas une volonté de ne pas le donner, ce n'est pas possible aujourd'hui. Oui, ça, on sait qu'il y a effectivement, c'est la prochaine grande étape, ça va être ça, c'est très difficile. Même les scientifiques, les collègues qui travaillent sur ces questions-là, ne savent pas aujourd'hui comment combiner toutes les informations environnementales qu'on a, c'est clair. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument rien faire, on peut déjà avoir des indications. De toute façon, il y a déjà, très concrètement aujourd'hui, quand les consommateurs choisissent des produits, ils regardent d'où ça vient, ils disent « oh, ça vient de trop loin, je ne le prends pas », etc. Ils ont de toute façon comme on dit, des heuristiques de choix, c'est-à-dire des trucs pour se simplifier le choix, parce qu'ils veulent quand même choisir sur des critères, ils ne veulent pas juste prendre un produit au hasard, ils veulent avoir des raisons de faire quelque chose, et de toute façon, ils trouveront des raisons de faire quelque chose. Donc je pense qu'il faut faire en sorte, il faut aider et faire en sorte qu'ils puissent avoir de bonnes raisons plutôt que de mauvaises. C'est vrai, tu as raison. Par exemple, je pense tout d'un coup à une logique de consommateur. Vous avez un enfant, une maman qui amène un enfant qui est gros. Cet enfant, il adore les céréales du petit déjeuner. La question de la maman, c'est... Alors, je voudrais des céréales qui soient les moins grasses, les moins sucrées possibles. Madame, d'abord, les céréales, c'est sucré, c'est obligatoirement sucré. C'est un produit sucré. Donc, vous aurez partout du sucre, et c'est très bien pour votre enfant, puisque le sucre, lui, il pourra l'oxyder facilement. La difficulté pour l'enfant, ça va être, quand il est gros, d'oxyder le gras, une fois qu'il aura oxydé le sucre. Donc, on va chercher un produit le moins gras possible. Donc, ça veut dire que parmi la panoplie de toutes les céréales, on va choisir celle qui contient effectivement le moins de lipides. Voilà. Donc, il y a une logique de consommateur qui est adaptée à chaque situation. Et donc, pour l'instant, le consommateur n'arrive pas, et c'est normal, il n'y a pas l'éducation, pour arriver de lui-même à pouvoir choisir parmi toutes les informations qu'il a, celle qui convient à la problématique qu'il a. Justement, une fois, je m'excuse, juste
clôt ce point-là. Une fois que tu lui as donné cette information-là, s'il a quelque part une application qui lui dit, voilà, si votre critère de choix, c'est le moins de gras possible dans telle et telle famille de produits, voilà, si Laurent a fait le boulot qu'il fallait pour qu'il puisse configurer, il peut configurer son application et extraire les produits qui correspondent à ce critère qui aura été raisonné, et ensuite gagner un temps fou dans ses achats et réduire ses angoisses aussi devant le mur de céréales qu'on a vu tout à l'heure. Exactement, mais tout à fait, tout à fait. Et jamais nous disons que nous substituons à un quelconque spécialiste, expert comme vous. Jamais. Et clairement, par contre, une fois qu'on a détecté un besoin, et j'ai des nutritionnistes ou des diététiciens qui utilisent, je sais, mon site et mon appli, ça donne des solutions, une fois qu'on paramètre correctement, pour trouver ce qui nous intéresse. C'est ça le but. Ok, je crois qu'il y avait une question, oui. Moi, je suis de l'INRA, hein, donc je rejoins complètement ce qui a été dit sur les indicateurs environnementaux. Pour l'instant, c'est absolument pas au point, et il y a l'eau, il y a la distance, mais produire des tomates au sud de l'Espagne en plein champ, c'est plus économe en gaz à effet de serre que de les produire sous serre à 3 km, et je compte pas le temps d'aller les acheter avec son AMAP. Donc bon, là je crois que c'est une question qu'il faut laisser de côté pour l'instant et laisser travailler les gens qui vont pouvoir réussir à faire des indicateurs. Moi je voulais revenir quand même sur l'idée qui est, on a plein d'informations et puis finalement chacun va définir ses critères. Moi je pense que quelque part c'est un peu simpliste, c'est encore se faire le mythe du consommateur raisonné, hein, et qui va passer plein de temps à choisir produit par produit pour ces différents menus. Autant je pense que c'est important pour les personnes qui ont des problèmes spécifiques, que ce soit des problèmes d'allergie, même les problèmes de poids et de diabète, etc. Je pense qu'il faut l'intervention d'un nutritionniste pour savoir que c'est le gras qu'il va falloir économiser et pas le sucre. Et derrière ça, il y a la masse de la population qui n'a pas de problème particulier. Qu'est-ce qu'ils vont mettre comme critère ? Ils n'ont pas besoin de critères. Mais oui, mais le fait qu'il y ait les applications qui existent, ils vont se sentir obligés de définir un critère. Et là, ça va être n'importe quoi. Voilà. On a parlé de la fiabilité et de l'accessibilité, mais l'accessibilité, ça commence par une couverture réseau. J'ai passé beaucoup de temps aujourd'hui avec mon iPhone. Je peux vous dire qu'ici ça passe pas très bien avec mon opérateur. Donc il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver par exemple une étiquette nutritionnelle. Et quand vous allez faire vos courses, et donc vous devez interroger n'importe quelle appli que ce soit, si vous n'avez pas une couverture réseau suffisante, de toute façon, vous êtes devant tous vos paquets, vous les lisez tous. Oui, oui. Alors, attendez, je veux pas. Enfin, il y a le point qui vient d'être soulevé avant, c'est-à-dire le fait que une liste de critères existe, on se sent obligé ou pas d'utiliser. Ça, je pense qu'il faut qu'on revienne là-dessus. Là, sur la question de là, c'est la question de l'accessibilité. Hein. On avait la fiabilité, l'accessibilité, c'est-à-dire est-ce que là, enfin, on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo ce matin. C'est un monde merveilleux. On passe son smartphone, tout s'affiche en temps réel. Bon, vous avez remarqué que ça marche jamais, ouais. Aussi. Mais oui, alors. Oui. Alors, c'est ça la réponse, effectivement. C'est-à-dire que, premièrement, un certain nombre d'applications ne veut pas nécessiter la connexion au réseau. Deuxièmement, vous faites vos courses dans des magasins. Dans des magasins, les distributeurs peuvent aussi mettre à votre disposition des lecteurs ou soit un réseau spécifique interne. Là, ça marchait très bien parce qu'en fait, la dame qui faisait ses courses, elle n'accédait pas au réseau, elle lisait des puces NFC directement en approchant son téléphone. Alors on va dire, ah oui, mais si j'ai pas de pile à mon téléphone, s'il n'est pas chargé, etc. Bon. Mais vous avez aussi des magasins où à l'entrée, vous décrochez un petit appareil qui vous permet de suivre les produits. Si cet appareil est configurable, c'est-à-dire si vous pouvez choisir, ce sera évidemment par défaut le programme du distributeur qui sera dans l'appareil. Mais vous pouvez peut-être aussi rajouter vos informations et vos critères, et ce truc-là doit vous aider à faire vos courses. L'idée de départ, quand on a commencé à réfléchir sur cette question de dématérialisation, c'était justement un médecin qui m'en avait parlé, qui opérait des gens qui étaient diabétiques, qui avaient des problèmes souvent parce qu'ils avaient des difficultés à comprendre les produits qu'il fallait qu'ils prennent, ce qu'il ne fallait pas qu'ils prennent, etc. Et il m'a dit, mais pourquoi on a plein de machins aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas leur donner un stylo qui lit vite fait les codes barres et qui dit si c'est bon ou pas bon pour eux. Ils cherchaient pas. Là, c'était des gens d'origine très modeste.
il ne cherchait pas quelque chose de sophistiqué, il cherchait juste à aider les gens en disant voilà votre problème et voilà un petit outil très simple pour vous permettre de très rapidement trier vos produits. Or aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est des applications qui vont être configurables et qui devraient permettre d'obtenir ce résultat. En fait. C'est pas le produit. Ouais. Non, mais... pas le produit. Quand tu parles du diabétique, oui, c'est pas le produit. C'est pas le produit. Quand tu as un diabétique, c'est son alimentation. Ça n'a rien à voir. Un diabétique, il peut parfaitement prendre un gâteau à la fin d'un repas. On va pas lui dire que c'est rouge. Ah, tu dois pas le prendre parce que tu es diabétique. Oui, mais ça, il n'y connaît rien. Ben voilà, il n'y connaît rien. Bien sûr. Non. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, c'est une stigmatisation peu à peu d'une partie de la population. Et également pour les gens qui n'ont aucun problème, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher autant de complications plutôt qu'ils obéissent à une transmission qui leur a appris à faire la cuisine et à manger correctement. Au lieu de se poser des tas de questions, de savoir, mon Dieu, quel est le produit pour moi, si je ne mange pas ça, qu'est-ce qui va m'arriver, si j'en mange trop, qu'est-ce qui va encore m'arriver. En tout cas, ils vont mourir, mais plus tard. Oui, je pense que les distributeurs aujourd'hui nous ont beaucoup parlé de leur organisation interne, mais on n'a pas justement entendu parler d'outils qu'on pourrait mettre à la disposition des consommateurs pour la dématérialisation, que ce soit donc des tablettes, des outils individuels, donc tout le monde a son smartphone, des douchettes, comme j'ai vu. Les nouveautés que j'ai pu voir, moi, dans les enseignes, concernent toutes, en fait, la rapidité du passage de caisse. Toutes les dernières innovations que j'ai vues ces dernières années ne concernent absolument pas l'information du consommateur, mais plutôt le fait qu'il va pouvoir aller payer plus rapidement, pas pour partir plus vite, mais pour lui rendre service, pour qu'il... Enfin, voilà. Donc on n'est pas du tout dans cet axe d'information, de communication et de permettre au consommateur d'avoir une consommation plus responsable où il va être acteur. C'est plutôt sur l'achat. Là, il a rendu des services pour l'achat, pour se garer, pour mettre les enfants en bas âge en nourrice, pour l'aider dans sa mobilité, mais je ne pense pas dans son potentiel de culture. Oui, moi, en écoutant comme ça, je me suis dit, oh là là, on va avoir une génération d'orthorexie, parce que c'est effrayant. Je veux dire, enfin, je dirais, manger, c'est le plaisir. Donc, j'ai envie de manger quelque chose. Je vais me faire plaisir. Après, il y a les allergies, les intolérances, je suis d'accord. Mais là, est-ce que, fondamentalement, chaque fois que quelqu'un va aller faire ses courses, il va aller éplucher l'étiquette? Je suis désolée, moi, je n'ai pas le temps de passer 3 heures au supermarché, puisqu'on parlait de temps. Et également, est-ce que c'est nécessaire? On ne mange pas... Enfin, on en est presque à manger du médicament. Je veux dire, on est en train de faire quelque chose où il y a tellement de précision. C'est ci, c'est pas ça, c'est ça. Même les feux, c'est rouge, c'est vert. On sait que c'est rouge, on mange pas. On a eu une expérience de programme. Jadis, il y avait des aliments rouges, c'était complètement évité. C'était pas bon, poison. Donc, je veux dire, il y a un moment aussi, on mange pour le plaisir. Et d'ailleurs, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui posait une question sur les préférences ou autres. On a fait un sondage il y a 3 semaines, on l'avait déjà fait auparavant, sur quelques milliers de Français. Et il y a 3 ans, la réponse sur la préoccupation alimentaire, la première, c'était santé. Cette année, c'est plaisir. Donc je suis désolée, en plus on est en période de crise, ras-le-bol un petit peu de tous ces messages négatifs, donc c'est le plaisir. Et si de toute façon on a des étiquetages mais sans aucune éducation derrière, ça va être ça je mange plus, ça je mange plus, c'est trop gras je mange pas, ça je peux manger, oui on mangera de l'herbe et puis un petit peu de balsa dessus pour donner du goût. Je dirais il y a un moment, il faut se poser aussi en être humain qui mange. C'est le premier plaisir, manger. Et en plus, les personnes qui sont atteintes de surpoids sont celles qui n'ont pas le moyen souvent d'aller au cinéma ou s'acheter un bouquin, ou etc. Donc se faire plaisir ou faire plaisir à son gamin, c'est lui acheter un gâteau. Là, non, ça va être rouge. Je confirme que ce n'est pas la nutrition qui est le critère numéro 1, en tout cas sur mego.fr. Quand on parle, oui, mais quand on parle de signaux, de feu pour catégoriser les aliments, si, c'est donner une information
subliminal au consommateur. Oui, il n'y a pas ça sur mon site. Il y a une question là tout au fond, et le temps que le micro arrive, je voulais juste dire un truc, parce que ces histoires, dès qu'on dit rouge ou vert, je ne sais pas pourquoi, ça fait un truc, et c'est dingue, hein. Ouais, on voit rouge. L'idée, c'est que quand vous faites des courses, vous avez des critères de choix. C'est pas forcément la nutrition qui est le premier critère. Peut-être vous pouvez mettre tout, vous pouvez mettre 0 sur la pondération nutrition. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui le font. Laurent va nous le dire. Hein, ouais. Tout à fait. Zéro. Pas du tout le puis premier voilà, critère. ils achètent sur d'autres critères. Ça va être le troisième ou quatrième critère. Il y avait un critère qualité. On peut mettre des indicateurs qualitatifs. On peut mettre des jugements, enfin, ou des résultats sur les classements des produits pour les vins, par exemple. Quand moi j'achète du vin, je regarde pas les critères nutritionnels, mais je regarde si dans le guide il est classé correctement, etc. Parce que j'ai pas envie de boire n'importe quoi. Donc c'est des critères en général. Et quand on dit rouge et vert, simplement, ça répond aux critères que vous avez choisis, ça ne répond pas aux critères que vous avez choisis. Libre à vous de choisir les critères que vous souhaitez. Par contre, il peut y avoir une espèce de pression ou une espèce d'implicite qui dit « Ah, vous ne tenez pas compte de la nutrition, c'est pas bien. » Bon, enfin, manifestement, vous avez l'air tous assez grands pour savoir que vous en tenez compte ou vous en tenez pas compte. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, je suis d'accord, mais bon, c'est vrai. Et puis, je voudrais rajouter quand même autre chose, c'est que si vous êtes tous d'accord, le micro est arrivé, mais si vous êtes tous d'accord pour dire que ce n'est pas produit par produit, mais que c'est globalement qu'il va y avoir un équilibre alimentaire, votre application, elle n'est pas obligée de scanner produit par produit, elle peut enregistrer ce que vous achetez aussi et vous faire le compte non seulement à la caisse, mais le compte nutritionnel à la fin de la semaine ou tous les mois, et vous allez vous rendre compte de ce que vous avez acheté ou pas, ce qui n'est pas toujours facile à évaluer comme ça individuellement. Je vous passe la parole. Bien, bonjour, Sylvie Chine de Clear Karma. Donc en fait, je voulais juste apporter un témoignage concernant donc, les deux derniers, enfin disons ce qui a été échangé concernant justement l'aspect plaisir et l'aspect informationnel est peut-être une bonne pratique qu'on peut peut-être mettre en avant, qui est qu'on a, enfin disons qu'on apporte une plateforme d'étiquetage conforme. Et par exemple, on a un distributeur italien de produits haut de gamme qui utilise notre plateforme justement pour faire du storytelling, pour expliquer d'où viennent les produits, de quel terroir, d'expliquer en fait comment les produits disons, d'expliquer l'histoire du produit, de comment ils ont été fabriqués, de communiquer avec le consommateur et en même temps de donner la liste des ingrédients et de faire en sorte que l'information soit conforme au nouveau règlement. On a aussi un autre pilote, un restaurant et aussi un producteur alimentaire qui utilise aussi, par exemple, des packagings qui seront meilleurs pour l'environnement, par exemple, utilisant de l'amidon. Et effectivement, ça demande à augmenter un peu les prix. Donc, en fait, ils profitent de l'application pour pouvoir montrer cette information afin d'éduquer le consommateur et de montrer que ce n'est pas uniquement nécessaire de diminuer les prix, de laisser le consommateur donner son avis, de savoir s'il est prêt à payer un peu plus pour avoir plus de packaging vert, on va dire, dans ce qu'il achète. Voilà. Oui, non, par rapport à tout ce qui a été dit, bien entendu que je suis d'accord avec le fait qu'il faut transmettre, qu'il faut cuisiner des produits frais. Là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. Sauf que la réalité, c'est pas ça quand même. Il y a des gens qui achètent des plats cuisinés. Et là, quand même, ils ont le droit à une information sur la nature des plats cuisinés. Il y a une information au moins minimum. Et donc, peut-être même si on voulait avoir une information maximum, c'est peut-être le moment d'avoir des informations dématérialisées. Là, c'est possible de les mettre. Il n'y a pas des problèmes de place, il n'y a pas des... sur Internet, sur des applications, c'est possible d'avoir toutes les informations. La question que je pourrais poser aux fabricants, notamment, est-ce que tout ça, ça peut être ouvert? Est-ce que toutes ces informations dont vous parlez là, est-ce qu'ils sont prêts à ouvrir au maximum ou pas? Et puis la mise à jour des données dont on parlait tout à l'heure, qui l'a fait? Le fabricant ou le distributeur? Bonjour, moi je suis Laurence Leguet, je dirige une agence de communication santé, donc je suis évidemment très intéressée par tout ce qui a été dit. Il y avait juste deux choses qui m'ont un petit peu frappée. Tout d'abord, vous avez beaucoup évoqué la data, son poids, le fait qu'elle était lourde et pas forcément compréhensible.
Je suis d'accord qu'elle nécessite du traitement. Et on ne va pas reprendre le débat sur est-ce que la science ou la technologie sont vecteurs de progrès. En revanche, la science et la technologie produisent de la connaissance, hein, surtout si on a un traitement intelligent entre justement la donnée brute et puis le travail du scientifique. Et par contre, ça on ne peut pas nier, je pense, et il y a trop de scientifiques dans la salle pour pouvoir dire le contraire, que la connaissance, elle, crée du progrès. Le progrès des industriels, mais aussi le progrès des consommateurs. Donc oui, ça veut dire de l'éducation, mais il existe déjà en fait de l'éducation à l'école. Moi, mes enfants sont en pleine forme, ils vont à l'école normalement, mais ils ont déjà eu des cours, et moi-même d'ailleurs j'ai fait des cours dans leur école sur l'équilibre alimentaire, donc ça c'est déjà fait. Il y a aussi l'éducation que doivent donner les parents eux-mêmes, et puis il y a aussi quand même ce que la connaissance à partir des données que les industriels, les scientifiques, etc. produisent, et cette dématérialisation qui est possible aujourd'hui par les technologies, moi elle me semble d'abord en route, et je pense que ça sera difficile de revenir en arrière. Donc la vraie question c'est plutôt comment on l'encadre, comment on le fait bien, mais en tous les cas le mouvement est lancé, et moi mes enfants, 10 ans, 13 ans, ils ont un réflexe d'aller chercher de l'information dématérialisée tous les jours, on leur demande à l'école, ils le feront pour tout, pour leur alimentation comme pour le reste, même si peut-être effectivement ils sont un petit peu encadrés à la maison de manière différente, et donc la vraie question c'est comment est-ce qu'on met au service de ce self-care général. On ne travaille pas que pour l'industrie agroalimentaire, on travaille aussi pour les laboratoires. Ils ont à peu près le même problème sur l'automédication. Nous, on voudrait là que les gens s'alimentent bien, mais je pense que cette dématérialisation, il est possible de la mettre au service de ça. Voilà. Et en tous les cas, le mouvement étant lancé, la question n'est pas est-ce qu'on peut le faire ou pas, la question est comment on va le faire parce qu'on n'a pas le choix. La deuxième chose qui m'a frappée dans ce que vous avez dit, c'est qu'en fait, ça veut dire que tout ça est très complexe. Le fonctionnement de notre corps est très complexe. Je suis tout à fait d'accord avec le docteur Serroc qui dit qu'il n'y a pas un conso mais des consos, parce qu'il n'y a pas un patient mais des patients. Et c'est pareil pour le monde dans lequel on vit, il est relativement complexe. Alors nous, notre métier, c'est souvent d'essayer de le rendre plus simple et plus accessible aux différentes cibles auxquelles on s'adresse. Mais il faudrait aussi se rééduquer sur le fait que tout ne peut pas être réduit à un chiffre, une couleur, que tout est multicritère aujourd'hui. Les pathologies, évidemment, encore plus quand on rentre dans la pathologie, mais même quand on va très bien, eh ben, la vie est juste une question globalement d'équilibre, et que ça serait bien aussi, au-delà du data des produits, donc des packs, de tout ça qui sont indispensables et sur lesquels on travaille tous les jours. Donc il n'est pas question de faire remplacer une chose par une autre. Il faudrait juste se rendre compte que la vie est un grand risque, hein, à partir du moment où on est sorti du ventre de sa mère, il va nous arriver plein de trucs pas forcément positifs, que donc la société du zéro risque me paraît, à part une société totalitaire, une société pas très accessible, et que la question c'est plutôt comment est-ce qu'on fait en sorte que cette complexité, on arrive à l'appréhender, et donc je pense que la connaissance et la dématérialisation sont un bon moyen d'y arriver, d'autant plus qu'elles vont nous être imposées, si ce n'est par les technologues, par les consommateurs eux-mêmes, hein, qui ont pris goût. Donc voilà, je pense que et tout ça rejoint évidemment des questions scientifiques, réglementaires, la fiabilité des données dont vous avez parlé, etc. Mais je crois que on ne peut pas arrêter ce qui vient de s'ouvrir, et il faut prendre en compte ces différents critères et faire le mieux possible, mais que le zéro risque et la perfection n'étant pas de ce monde, il faut s'armer de bons experts et se prendre un peu la tête pour trouver des moyens d'y arriver, mais il n'y a pas de réponse unique, et la dématérialisation, elle n'est pas bonne ou pas bonne, hein, bonne ou pas bonne, elle est juste là, et il va falloir faire avec. Merci, ça aurait été une conclusion parfaite, mais on a encore un petit peu de temps, donc je crois qu'on va pouvoir enfin prendre la question de monsieur. Merci. Je voulais revenir sur l'ouverture des données, la fiabilité des données et comment pouvoir partager les données. Et ça fait un petit bond en arrière en informatique, mais depuis longtemps, en fait, on fait des licences informatiques, ce qui est utilisé, ce dont on a parlé tout à l'heure pour Open Food Facts. Et ces licences, en fait, le principe même du partage est de dire c'est un partage dans les deux sens. Et donc si je partage une donnée et que vous la modifiez parce qu'elle était fausse ou qu'il y avait une erreur ou ce genre de choses, vous me retransmettez aussi la donnée et vous réutilisez la donnée, mais il faut, c'est un contrat, hein, une licence, et il faut que vous indiquiez d'où provient la donnée. Donc une des pistes peut-être de réflexion et peut-être pas réfléchir trop longtemps parce que ces licences existent depuis longtemps, sur les licences ouvertes et notamment il y en a qui ont été faites qui existent sur le site d'Etalab,
qui s'occupe de l'open data du gouvernement. Voilà. Okay, merci de ce point technique. Alors, on s'approche de la clôture de cette table ronde, donc nous allons vous soumettre, vous six, un dernier exercice qui consiste en 20 secondes à nous donner le point essentiel que vous retenez ou que vous avez envie de communiquer. Je ne sais pas si je commence par Patrick, parce que je crois que je sais ce qu'il va dire, mais on va commencer. Non, juste, la seule chose que je voudrais dire, c'est de la transmission. C'est-à-dire que la transmission, elle a plusieurs volets. La transmission culinaire, la transmission de notre identité, et puis maintenant, il y a la transmission, effectivement, de la dématérialisation des informations. Donc c'est une nouvelle donne, et il faut en tenir compte. Je suis d'accord avec Madame qui vient d'en parler. Et donc ça, c'est un point très nouveau. Mais pour que ça se mette en application, je pense qu'il faut en faire beaucoup de diffusion auprès des parents, de l'apprentissage. Donc le chemin est encore long. Oui, moi je pense que la dématérialisation, c'est une très bonne chose, et parce qu'elle va apporter à terme, évidemment on en est au balbutiement, elle va apporter plus de sécurité, et en s'armant de bons experts, je pense qu'on va pouvoir aussi lui donner un sens. Hein, on est toujours à la recherche de sens, et la dématérialisation n'en a pas encore, mais on va parvenir dans les années prochaines, je pense, à affiner tout ça pour qu'elle ait un sens et donc que les consommateurs puissent l'utiliser à bon escient. Moi, tout simplement, la dématérialisation, pour moi, c'est simplement la facilité d'accès, une information complémentaire à ce qui existe déjà sur les produits, de manière à ce que le consommateur puisse choisir simplement, parce que consommer, c'est pas si simple. Mettez-vous devant un rayon de yaourt, vous verrez que pour choisir un rayon de yaourt, c'est compliqué. Moi, je vais juste dire que pour l'industriel, on est quand même au début du chemin de l'exploitation des bénéfices et des opportunités que peut donner la dématérialisation de l'information produit. Et que voilà, c'est un travail qu'il faut faire avec sagesse et intelligemment, de savoir comment on peut avancer dans le but de mieux informer le consommateur. Cette dématérialisation, en fait, elle est à la fois évidente et établie. Et je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur le contenu des données qui figurent. Et il faut que chacun, à son niveau, mette en place réellement des processus de qualification et de fiabilisation de la donnée, mais de le faire de manière vraiment collaborative et sans trop d'état d'âme, parce qu'on a souvent tendance à traiter cette donnée un peu trop, de manière un peu trop sensible. Donc il faut vraiment avoir une approche rationnelle, un peu une approche industrielle de qualification de données avec les personnes attitrées, les experts pour chacune des données. Mais voilà, il faut le mettre en place, il faut l'organiser pour n'importe quelle entité, que ce soit une entreprise où il n'y a qu'une dizaine de personnes ou un groupe où il y a 20 000 personnes. C'est vraiment à organiser. Alors oui, la dématérialisation, donc c'est un fait, effectivement. On est dedans et ça continuera toujours. Actuellement, tout, effectivement, n'est pas parfait, mais on va dans un sens où elle va permettre que tous les acteurs, les industriels, les distributeurs, les consommateurs se retrouvent. Avec la dématérialisation, les produits et le consommateur se retrouvent plus facilement et les produits sont ciblés, correspondent à certaines personnes. Ces personnes-là veulent trouver les produits qui leur correspondent. Donc tout ça doit amener à aller dans le bon sens pour tout le monde. Voilà. Il ne faut pas en avoir peur. Merci. Comme tu as dit, tout n'est pas parfait, mais vous six, vous avez été parfaits. Merci et on va passer aux conclusions.